Je m'appelle Adèle, j'ai 27 ans, j'habite à Paris. Donc je m'appelle Vincent, j'ai 25 ans. Je suis originaire de Nantes, mais j'habite à Paris depuis 6 ans maintenant. Je suis photographe. Je m'appelle Florène, j'ai 24 ans. J'ai grandi à Marseille, j'ai fait mes études à Toulouse et j'habite à Paris depuis quelques mois. Je m'appelle Abderrahim, j'ai 25 ans. J'habite à Argenteuil, je suis étudiant. Et il y a 2 ans, j'ai décidé de participer au projet Interface Tour. Interface Tour, c'est sélectionner 4 jeunes différents. 4 jeunes qui ont des religions, des convictions différentes, mais qui viennent aussi de milieux différents. Et c'est les sélectionner pour qu'ils aillent faire un tour du monde d'une vingtaine de pays. Pour rencontrer toute une panoplie de gens, d'hommes politiques, d'universitaires, d'activistes, de militants, de citoyens lambda, de jeunes, de moins jeunes, et de comprendre à la fois comment eux perçoivent la diversité dans leur pays, mais aussi comment est-ce qu'ils utilisent cette diversité, notamment l'outil de l'interreligieux et de l'interconvictionnel, pour améliorer la manière dont ils vivent tous ensemble. C'est à la fois un peu l'histoire d'aller dormir chez quelqu'un de différent tous les soirs, à la Antoine de Maximi. C'est à la fois l'objectif de faire des interviews vidéo. Et donc essayer de promouvoir l'engagement en fait, l'engagement des jeunes, de susciter en fait une vocation presque associative, j'ai envie de dire. Le jour du départ a été un des moments les plus stressants de ma vie parce que malgré ce beau projet auquel je crois, c'est flippant que de partir 8 mois faire un tour du monde avec 3 autres personnes que tu ne connais pas vraiment. J'aime bien dire qu'en fait, si on avait été à la fac ensemble, on n'aurait jamais été assis à côté sur le banc de la fac. En fait, on n'aurait jamais fait partie du même groupe de potes, c'est sûr et certain. On se rend pas compte, mais dans notre vie de tous les jours, on a quand même l'habitude de créer du lien avec des personnes qui nous ressemblent. Et là, on n'a pas été choisis pour cette raison-là. L'idée, c'est au travers de notre expérience à 4, de voir ce que cette différence peut nous apporter, les défis qu'il peut y avoir aussi, parce qu'on sait très bien qu'il va y avoir plein de défis liés à ça. Moi, j'ai eu ce sentiment de me dire, oh là, il va falloir exister avec ces 3 personnes qui sont des forts caractères, qui sont capables de s'assumer en public, etc. Florène, ça avait l'air d'être une fille pleine d'assurance, avec qui tout le monde va être ami et tout. Ou Adèle, j'avais l'impression que c'était un rat de bibliothèque. Classique. On se dit, en fait, je les connais pas, mais je vais les découvrir comme j'ai découvert personne, quoi. Je sais que dans quelques mois, ça sera les personnes que je connais le mieux au monde. C'est hyper particulier comme sensation. Salut. Salut. Et après, c'est tout le monde qui dit, c'est une personne qui dit ça, non? Non, c'est tout le monde. Non, c'est vrai, il y en a qu'une qui dit. On va essayer, on va tous les essayer, ok? 1, 2, 3. Salut. Et comme on dit ici, Pardon, on reprend. Quand on a choisi les pays, en fait, vu que ce qu'on essaye de montrer, c'est dans quelle mesure est-ce que l'interreligieux contribue à construire la paix, donc du coup, on a voulu aller dans des pays qui étaient à différents niveaux d'avancement par rapport à ça. Donc on a été dans des pays qui sont en guerre, on est allé dans des pays qui viennent de sortir d'une guerre et donc qui sont en train de se reconstruire, etc. Et où très souvent l'interreligieux joue un rôle énorme dans ce processus-là de reconstruction. Et puis on a été dans d'autres pays qui sont considérés comme étant des pays en paix, à l'image de la France, le pays dans lequel on vit, mais qui sont pas dans des pays dans lesquels l'interreligieux pose pas de questions. Cinq fois par jour, le muezzin, il va monter au minaret, il va lancer son appel à la prière. Le matin, la cloche de l'église va sonner. À midi, ça va sonner et le soir, l'angélus, la cloche va sonner. Et ça ne gêne personne. In Bosnia, we have 3 religions. One is Christian religion, it's Islam and Judaism. When I was a child, we used to know each other by nicknames. And we played together, we go to school together without knowing anything about ethnicity or religion of the others. And this was for each and every religion absolutely equal. À un certain niveau, j'ai été surpris de savoir qu'il y avait des musulmans au Liban. Je croyais que le Liban était fait de chrétiens seulement.
Quand j'ai découvert qu'il y avait des musulmans, bien sûr, tout ce que j'entendais parler des musulmans était de mauvaises choses. Ils étaient paresseux, ils étaient sales, ils étaient toute la série, quoi, la série noire, je dirais. Il y a eu des clashs, il y a eu des incidents, il y a eu des kidnappings, il y a eu beaucoup de mauvaises choses. Donc petit à petit, j'ai commencé à sentir de la haine envers les musulmans, les Palestiniens et les gauchisants qui étaient pro-palestiniens aussi et pro la cause pan-arabe, etc. et tout ça. Every day you open the news and there is like bus was blown up in Tel Aviv or a bombing in a restaurant in Jerusalem, and every day. And you start getting really scared for your life. I can say all of my generation, both Israeli and Palestinian, something is deeply fucked up in our minds because of this experience. Especially in the ability to trust. How could we trust those people? Almost every week we enter the Gaza Strip, sometime to arrest someone from Hamas, some other time to look for a tunnel, go from Gaza to Egypt and bomb this tunnel. In the beginning it feels good, you feel strong. J'avais la conscience tranquille en donnant l'ordre de tuer quelqu'un qui avait combattu contre les chrétiens ou combattu contre l'armée libanaise ou les forces de sécurité intérieure, malheureusement. Je trouve aujourd'hui qu'il y a pire que tuer, c'est tuer la conscience tranquille. Suddenly something came to my mind. I feel it's not right. Like, we came with all those forces on those poor people living here, and it's like it's not a fair game. It's like some small crack in this narrative of we just the good one who protect ourselves against the evil Palestinian. When I finished the army, I was very much confused. I didn't know who is right, who is wrong, who is the good guy, who is the bad guy. I think for quite a few years I just was trying to escaping, facing those questions. Pour moi, il n'était pas question de rester seul dans une chambre parce que je savais où est-ce que ça allait me mener. Ça allait me mener à remettre en question toute ma vie passée, surtout la période de la guerre, si vous voulez. Et petit à petit, c'est comme si on m'avait mis devant un miroir. Je regardais dans ce miroir et c'est à peine si je me suis reconnu. J'ai vu un monstre avec du sang sur les mains. And then I joined Combatants for Peace. We come like two speakers, one Palestinian, one Israeli, and each one shares his own story. We don't start talking about like idea and ideologically, we just share our very own private story and how we transform in our life from the situation of seeing the other as our enemy to be able to see him as a partner or even a friend. Bring this idea that are very radical for many young people today in this region, that people could change and the way we see the reality could change. Soudain, le problème avait pris une dimension humaine pour moi. Ce n'était plus ni religieux, ni nationaliste. C'était une dimension humaine.
Et j'ai découvert, à ma grande surprise, qu'eux aussi avaient des rêves pour ce pays, pour leur famille, etc. Et qu'on était différents, on est différents, on restera différents. Mais est-ce que cette différence est suffisante pour se haïr? Je ne crois pas. Je ne crois pas du tout. Ce sont les écoles, ce sont les communautés qui nous appellent eux-mêmes pour aller adresser leurs jeunes ou les moins jeunes aussi. On utilise aussi un genre de théâtre très spécial qui s'appelle le playback, où il y a une équipe d'acteurs, jeunes bien sûr, qui jouent sur scène les sentiments exprimés par les personnes qui sont interviewées sur place. Donc on invite des groupes de gens à venir, tout âge, pour faire cet échange entre les jeunes et les moins jeunes, pour faire l'échange entre les victimes, les ex-combattants qui sont dans le public éventuellement, etc. Autant dans des pays qu'on considère en paix, parfois tu as différentes communautés qui vivent les unes à côté des autres mais qui ne sont pas forcément en relation, qui vont se regarder mais un peu d'un trottoir à l'autre. Autant il y a des pays, que ce soit des pays en paix ou des pays en guerre, où vraiment il y a des relations qui sont fortes. Pour moi, c'est d'autant plus beau quand c'est des pays comme le Liban, par exemple, où il y a eu une guerre civile, que eux, aujourd'hui, sont en train de créer des relations, sont en train de travailler sur les liens interreligieux et interconvictionnels. C'est extraordinaire parce qu'ils illustrent bien le fait que quand on est dans un pays en paix, on a de la chance, on a un privilège, et donc se regarder d'un trottoir à l'autre, c'est presque un manque de courage. Alors que eux, les pieds dans la merde, si tu veux, ils vont être pleins de créativité pour trouver des solutions, pour créer une société nouvelle qui va petit à petit transitionner vers un état de paix. Il y a des sociétés où quand même, tu vois, je pense au Togo par exemple, ils vont quand même globalement dans les mêmes écoles. Il y a Bosnie où c'est pas du tout le cas par exemple, ils vont pas du tout dans les mêmes écoles, donc là les lieux de rencontre ça va pas être dans les écoles, mais dans les camps de vacances, dans des lieux d'éducation je dirais, ou dans des lieux de vie commune, là où tu vas acheter ton pain, là où tu vas prendre un café. Parfois c'est les réseaux sociaux aussi. Là, on est en route de bon matin pour un tournoi de foot interreligieux. Cada referente que nos presentó el comité interreligioso fue a su comunidad, presentó la propuesta y, bueno, aquellos interesados se inscribían de manera online. On est en direct de la finale de notre équipe. Yes! ¡Vamos, vamos! Las personas o los jóvenes se inscribían en grupo, pero cuando les decíamos que luego los equipos iban a estar formados por niños y jóvenes de otros credos, algunos decían, no, yo quiero jugar con mi equipo. Pero justamente lo que no queríamos era profundizar eso de la competencia católico con judío, musulmán con budista, o sea, no va por ahí. El mundo ya tiene mucho de eso, entonces nosotros quisimos exactamente sembrar otra cosa en la vida de estos niños y de estos jóvenes y que fuera otra la experiencia. Así nace la Copa de la Paz. Tuvimos el total de 116 niños. Teníamos judíos, católicos, musulmanes, budistas. Alors l'équipe Solidaridad d'Adèle et moi a perdu. Puisque l'équipe de Florène et de Vincent a gagné contre nous, malheureusement. Oui. Et en fait, juste après, ils se sont fait éliminer. Non, attends, ça va, on s'est pas fait éliminer, on a perdu 1-0. En finale, 1-0, franchement, mais limite. Donc on est deuxième, médaille d'argent. Ils étaient épuisés, les chatons. Ils ont tout donné. Vi como las chicas eran un constante, ¿cuál es tu Instagram? ¿Cuál es tu Snapchat? Cuando vengas de Colón, vamos a pasear a Multiplaza. Si algún día vienes a Colón, vamos a, no sé, algún lugar de Colón. La verdad que ha sido muy bonito ver que se pueden, saber que están compartiendo personas con origen o creencia tan diferente.
peux pas changer l'avenir, la manière de penser d'un jeune si je parle avec lui pendant une semaine dans un camp l'été, alors qu'en fait pendant 360 jours il est sur les bancs d'une école dans laquelle on lui apprend des préjugés sur ses voisins plutôt que de lui apprendre la rencontre avec les voisins. Salut! Toutes les couleurs sont magnifiques, il y a des oiseaux multicolores, on mange des fruits. C'est incroyable cet endroit, vraiment incroyable. Et donc là, on est en train de faire un petit repos sous l'arbre. Ce qui fait vraiment très très chaud par contre. Right now we have only two major religious groups that are present in the school that I'm teaching in. That is the Christians and the Hindus. Even though we only have these two religious groups in my school, we also celebrate the festivals for Muslim religion because it's in the Fijian calendar. So we have to commemorate those festivals for the sake of our Muslim brothers and sisters. If we are able to talk about it to the students, then students will be able to accept the different religions and the different ethnic groups that are around them. And they are also able to interact with them and learn to live peacefully. At one point I was like clapping my hands because there was a song, but at the same time I was not pretty listening, you know, with my jokes with my friends. Alors nous on dit que le Népal c'est un pays de ethnic diversity, cultural diversity and geographical diversity. Voilà, diversité sur tous les points. La plus grande religion c'est l'hindouisme, donc pratiqué par, je dirais, entre maintenant 85% de la population. Après, je pense qu'il y a 15% de bouddhisme. Et après, il y a les minorités religieuses comme l'islam, comme le christianisme. Il y a pas mal de fêtes religieuses, tel ou tel jour, donc on voit quelques signes religieux, genre le gros point rouge sur le front, ou les habits, ou les cordons protecteurs, cordons sacrés. On fait une sorte de méditation après l'hymne national et l'hymne de l'école. Et à la fin, on médite ensemble. Donc quand j'interviens, je dis voilà, on médite en pensant à notre pays, à vivre tous ensemble. Quand on est unis, on est plus fort. In each town in Bosnia in which we have 2 or 3 or all 4 communities living and working together, we established the local council to work on better understanding each other. We have different activities. First activity is to teach journalists something about our religions, because journalists have been educated during socialism without knowing anything about religion, not even terminology. What is the difference between rabbin and imam and priest? Then we opened on the radio stations here a joint program called Together. On this program, we took one topic and we explained for each of these topics what is the point of view of our 4 religions, just to explain, to give this information to the general public. In a lot of these things, we have the same approach. Your religion think about this. J'ai l'impression quand même qu'au fur et à mesure du voyage, à 4, plus on apprend à se comprendre et plus on se détache d'une image stéréotypée aussi qu'on s'est fait d'un croyant d'une religion bien étiquetée, quoi, tu vois. On découvre une personne particulière, quoi, singulière, avec ses spécificités propres. Et ça, c'est super important. Eh bien écoutez, ça se passe plutôt bien. À part que pour regarder un film, déjà on prend 1 heure pour choisir le film. La dernière fois on a regardé Baywatch, ça avait l'air
pété, ça avait l'air nul, mais il était pas si nul que ça. On a plutôt bien rigolé. Et on s'est endormi avec Vincent. Oui. Et en fait, moi, c'est quelque chose que je ressens beaucoup sans religion. C'est-à-dire que pour moi, on n'est pas frères et sœurs parce qu'on descend du même Dieu, on est frères et sœurs parce que on est liés par les mêmes émotions, les mêmes questions qu'on rencontre, on appartient à la même terre. On s'est rendu compte qu'on avait des pratiques différentes et pas le même degré de pratique aussi, mais qu'on était vraiment en face sur des valeurs et sur des principes. Moi, je pense même qu'il y a beaucoup plus de similitudes, de ressemblances entre nous quatre, malgré les points de départ très éloignés, que je peux avoir de similitudes ou d'accords aujourd'hui avec des gens avec qui j'ai fait mes études, qui étaient cathos aussi. Avec Abderrahim, Adèle et Florène, je partage une vision de société, et pourtant on n'est pas d'accord sur tout encore. Heureusement, c'est là aussi la beauté de l'unité, tu vois. Et c'est là que l'interreligieux et l'interconvictionnel est super important. Parce que avec des petits groupes de gens comme ça, qui ont des motivations fortes, qui bossent ensemble, on peut aller très très loin. Alors qu'avec un grand groupe de gens qui sont censés se reconnaître les uns les autres, mais qui en fait partagent pas forcément les mêmes choses, on s'ankylose, et puis on finit par devenir confortable dans un statu quo qui nous tire pas vers le haut, quoi. J'ai compris la différence entre entendre et écouter quand j'ai arrêté de toujours comparer à moi et à qui j'étais ce qu'on me disait, tu vois. À chaque fois qu'on me disait un truc, j'étais en mode oui mais moi je suis un peu comme ci, comme ça, et je pensais déjà à ce que j'allais répondre après. Donc en fait j'entendais mais j'écoutais pas parce que j'avais déjà préparé ma réponse à ce que la personne de mon équipe ou la personne qu'on était en train d'interviewer était en train de dire. Et quand je passe en mode écoute, c'est hyper différent. Enfin, j'ai l'impression que j'ai passé 15 heures avec une personne avec qui j'ai passé 10 minutes, alors que quelqu'un avec qui j'ai passé 48 heures, si j'ai fait que entendre, j'ai rien retenu en fait. There are not many gods in the universe, but the one, it just depends how we call him or her, how we understand God. And we believe that the diversity of understanding God is not shortcoming, but the richness. So I myself believe that I became much better Christian after having relationship with my Jewish friends, Muslim friends. When we speak about our faiths, our understandings, our holy texts, it shows us that there are so many things that we have in common, and these are the more important part of our faith rather than something which differs us from each other. Try to read our holy books. They are very similar. 90% is the same. The rules are the same. Messages are absolutely the same. But everyone is playing on this card of small differences and not on this part of huge similarity. What can be done? How religion can be used for reconciliation, for a better life, for better understanding, and not only pushing these differences and explain what is the difference between my religion and your religion. We believe that the church needs to be in an ongoing process all the time, discovering a new mission for the new generation, for the new time. The message of this development process is hidden in these architectural forms. Besides the altar, what makes me proud of this church are the two spaces. One is on the left and one is on the right side of the altar. I showed you the space on the left side, which is in progress, and it's going to be a mosque there. And on the right side, we are going to have a synagogue to show that this is the house of God. Et elle s'est lancée un défi assez incroyable, faire en sorte que les Juifs payent pour la construction de la mosquée et faire que les musulmans payent pour la construction de la synagogue. À la fin de chaque journée,
On partageait notre perle, donc la chose qui nous avait fait plaisir, et notre caillou, la chose qu'on avait mal vécue. Et en fait, souvent, on réalisait qu'on avait vécu la même journée à 4, exactement, du matin au soir, mais qu'en fait, dans notre tête, on l'avait pas du tout vécu pareil, et qu'on n'avait pas reçu les événements de la même manière. Et donc, cette importance de la mémoire, on l'a même vécu dans notre équipe de manière très pragmatique, mais c'est sûr que quand on parle de conflits, même de génocide dans certains endroits où on est allé, ça prend une dimension qui est énorme. Bienvenue en Bosnie-Herzégovine, le premier pays de notre tour du monde. Ici, il y a eu une guerre entre 1992 et 1995 qui a vu s'affronter des Croates majoritairement catholiques, des Bosniaques majoritairement musulmans et des Serbes majoritairement orthodoxes. Depuis cette guerre, tout est divisé. Il y a même 3 présidents et plusieurs services publics. Only in Bosnia, 100,000 people have been killed on different sides, and more than 1 million was removed from the homes. A lot of them left the country for good. Some of them came back, but a huge number of our new diaspora, so to say, is now living all over the world. Pendant la guerre, il y a des victimes dans toutes les communautés et des crimes commis par les 3 ethnies majoritaires. L'enjeu, aujourd'hui, c'est que tout le monde se mette d'accord pour reconnaître ces faits. Par exemple, le génocide de Srebrenica qui a eu lieu en 1995, où 8000 Bosniaques ont été tués, est nié par beaucoup de personnes en Bosnie. This is catastrophe for the Muslims because they have been killed. It's catastrophe for the Serbs who committed the crime. It's catastrophe for the Croats and all the others who have been just innocent bystanders without any possibility to stop this. So it was tragedy for Bosnia and Herzegovina. Il y a les mémoires politiques qui sont vendues par l'État, etc. Il y a les mémoires dans les familles, il y a les mémoires dans les communautés. Et tout ça, c'est des choses qui s'entremêlent. Et en fait, on a vu énormément de gens pendant ce voyage qui travaillaient sur le témoignage notamment. C'est-à-dire qui eux-mêmes n'avaient pas vécu pareil que la personne d'à côté de tel événement de l'histoire, etc. Mais qui allaient ensemble pour donner chacun leur version et permettre à des gens à travers ça, non pas de choisir qui avait raison, qui avait tort, mais de réaliser en fait à quel point c'est complexe et à quel point 2 personnes peuvent vivre le même événement de manière différente. Et en fait, c'est quand on prend conscience de ça qu'on se dit, très bien, je vis dans une société où des gens, le même événement, ils vont pas le vivre de la même manière que moi. Et à partir de là, je vais prendre en considération la manière dont eux vont le vivre, la manière dont moi je vais le vivre, et puis on va essayer de partir de cette base pour créer l'avenir. Alors ça, c'est notre deuxième rendez-vous de l'après-midi, c'est le Jardin du Pardon, qui a été initié par Alessandra. Nous, on a rencontré Soula qui travaille avec elle. Et en fait, un symbole très important du jardin, c'est ces oliviers qui sont là-bas. Des oliviers qui sont plantés par des anciens combattants de tous bords. C'est un symbole très fort. C'est extraordinaire de pouvoir amener des gens de communautés différentes, ou en tout cas de rives différentes, pour planter ensemble des arbres dont Beyrouth a énormément besoin. Et de se retrouver dans l'enceinte de 2500 ans d'histoire et de réaliser combien notre passage est bref. À mon avis, ce jardin du pardon, ça nous permet de tourner la page à ce qui nous a été fait ou ce qui a été fait à notre famille, notre communauté, notre pays, et apercevoir l'autre en tant qu'être humain qui, lui aussi, parce que je crois que c'est un dénominateur commun à tous les êtres humains, ce besoin de pardonner à un moment donné. Je crois que malgré tout ce qui s'est passé au Liban, le fait que des gens soient restés, le fait que des gens reviennent, c'est qu'il y a vraiment un patrimoine commun qui nous unit. D'autant plus quand c'est de tellement vieilles pierres qui ont tellement d'histoire, qui remontent à nos origines phéniciennes et cananéennes, et qui dépassent donc de loin nos appartenances religieuses. Donc je crois qu'à la base et dans notre mémoire collective, il y a ça, il y a ce qui nous rassemble.
Jamaica had this very untapped cultural expressions and forms and rituals that needed to be elevated. And the people needed to be celebrated. After all, they've been coming out of over 400 years of enslavement. And they had to have an understanding of themselves. And they had to be empowered through the performing arts. And so dance was one way of having people see themselves on stage and celebrate it as a high art. And to also affirm their identity, the cultural identity of the country. The research entailed going into the fields to learn about the people's culture and experiences and their religion and their social practices, and to extract from that what was unique to them and to use it as creative ideas for artistic expressions. Now, the NETC has drawn from those experiences and they've created 2 works. And these 2 works have been all over the world when the company goes on tour and are really quite popular works. One person said that in other countries, perhaps, people live beside each other, not knowing each other, but in Jamaica, we live with each other. I spoke of Africans and I spoke of Europeans, but there are also Indians here. They're Chinese, they're Japanese, but once they're here, they're Jamaican. 80% du monde est croyant, c'est un chiffre qui est énorme. Vraiment, en France, on n'a pas cette sensation parce qu'on est dans notre microcosme qui est très différent du reste du monde. Mais dès qu'on en sort, en fait, c'est une évidence pour tout le monde que c'est un aspect très très important de l'identité des gens et que si on l'aborde pas, on ne peut pas construire une société ensemble. Un des enjeux qui pour moi était super important de cette expérience, c'est de partager ma vie avec 3 personnes qui sont croyantes. Et partager sa vie, ça veut aussi découvrir malheureusement ce qui va avec, c'est-à-dire son lot de discrimination. Donc ça a été une découverte à la fois parce que j'en ai vécu moi dans des tas de pays et quelque chose que je pensais jamais vivre, parce que effectivement la non-croyance, si elle est la norme en France, elle est très peu acceptée dans beaucoup d'endroits du monde, et donc c'est une chose de voir quelqu'un subir une discrimination, c'en est une autre de la vivre. Et je pense que si on fait pas cette démarche de vivre ensemble pendant un moment, peut-être qu'on le comprend théoriquement mais on l'éprouve pas quoi, c'est pas quelque chose qu'on vit. Bienvenue en Nouvelle-Zélande. C'est un pays dont on a beaucoup entendu parler cette année, malheureusement, puisque le 15 mars dernier, il y a un terroriste d'extrême droite australien qui s'est infiltré dans 2 mosquées à Christchurch et qui a fait 51 morts. Et en fait, le lendemain de cet attentat, il y a toutes les communautés de la ville qui se sont rassemblées autour des 2 mosquées et qui ont fait une chaîne humaine pour permettre aux musulmans de prier en se sentant en sécurité. Et après ça, il y a des dizaines d'autres initiatives positives qui sont nées. Et donc nous, on a entendu parler de ça et on a eu envie de revenir, même si Interface sur 3 y était déjà allé il y a 2 ans, pour en apprendre un peu plus sur toutes ces belles pratiques et essayer de comprendre comment une société peut réagir de manière positive après un événement tragique. Definitely, after 15th of March, it's add more solidarity from the other faces, even from the normal people on the street, all of them. But what happened in 15, it's let everything go very fast. Yes, all people thinking, yes, this is true, this is the time to put our hands together, to be together as one, you know. And that's exactly what happened. This is the nature of the people. There was a vigil in the cathedral Sunday after the attack. Probably the number of people in the cathedral were half were Muslims and Christians. Our cathedral curate, Sarah, established really close friendship with a Muslim lady called Masuma, and they started social media presence of goodwill and understanding called You Are Us, showing that in fact we are, as people of different faiths, committed not to division but to work together. I noticed a green band in Sarah's hand. So I just asked her what that is about, and she was like, oh, I found out like green is like a very prominent color in Islam, and we are just like tying green bands around our hands because like just to show solidarity and unity to Muslim friends. And this is where our URS campaign started as well. Yeah. The page was launched on the same day, and we got like such a great response from like all over New Zealand because people were like just like dyeing green ribbons and sending photos. And for me, wearing a green ribbon was such a small thing. It was token, you know. Yeah. But it was done out of desperation of needing to do something. I just felt like I felt so powerless in the situation.
And that was me speaking as a non-Muslim, and it was my only way of sort of saying, you know, you're safe with me. From now, we have to stop use I, and we have to start to use word we, because any single thing that's happened will affect the other, as we can see. You know, it's not affect the Muslim community only, it's affect all New Zealanders. So this is a very bright side of what happened. All people, they try to sacrifice by their time, their money, their efforts to support each other. La première forme de partage qu'on a vécu nous pendant Interfestour, c'est l'hospitalité, c'est-à-dire qu'on a quand même eu la chance d'être reçus dans 20 pays et de partout trouver des gens qui nous connaissent pas et qui sont prêts à nous accueillir chez eux, à nous ouvrir leur table, à nous ouvrir leur lit, etc. Enfin leur lit, pas avec eux, mais chez eux quoi. Et souvent quand on prend la métaphore de la famille pour dire on est devenu une famille, on est frères et sœurs, etc. Je pense que ça dépasse la manière de parler parce que ces gens qu'on a rencontrés, ils sont devenus un peu nos parents de substitution, nos grands-parents de substitution, nos frères, nos sœurs de substitution parce qu'on était aussi loin de nos familles et parce qu'on a partagé ces moments d'intimité avec eux. Et donc ce qu'on partage tous les quatre pour toute notre vie, c'est aussi le fait d'avoir cette famille dans tous ces pays du monde qui est une chance mais incroyable. Il y a 5 mois, quand on est parti, j'étais au top, tout rangé dans mes affaires. Maintenant, je me retrouve sac de couchage à la main à chaque transport. C'est génial. Mais eux, ça va, ils sont tranquilles. Moi, je suis toujours OK. Hein. Il y en a qui remplissent leur sac, il y en a qui restent avec quelque chose de très... Mais lui, c'est le blond de Gad Elmaleh, en fait. Lui, genre, tout est toujours trop bien rangé. Voilà. Alors que nous, on est en galère avec nos 10 sacs, là. Mais... c'est insupportable. Je suis fatiguée. Arrête ça. Je suis fatiguée. Voilà. Non. On a eu des conflits du quotidien qui étaient la base parce qu'on vit ensemble, que n'importe quelle personne qui est H24 ensemble va expérimenter. Et on a eu aussi d'autres types de conflits beaucoup plus profonds qui viennent du fait qu'on est 4 personnes avec des vécus très différents. Notre mode de vie à 4, c'était de se dire que le conflit n'était pas une fin en soi. C'était un passage, c'était quelque chose qu'on pouvait vivre ensemble pour trouver une solution. Et ensuite, on se disait, ok, le conflit a eu lieu, maintenant qu'est-ce qu'on fait? On essaie de comprendre pourquoi il est arrivé là, ce que ça a eu comme conséquence dans notre groupe, comment on se sent au niveau individuel. Là, on faisait pas mal de partage aussi. On n'a pas trouvé la clé qui permet de sortir de ces conflits-là. Simplement, on arrive mieux à les reconnaître maintenant. On a réussi par contre à les dépasser pour porter un projet commun. Et c'est ça qui est hyper important. Maintenant, je sais mieux reconnaître ce que c'est qu'un conflit et j'ai d'autres solutions pour le résoudre. Actual faith communities have been really important in helping build bridges between those warring factions to try and find solutions and to go through a process of truth and reconciliation. So there are examples in our own country with the Treaty of Waitangi and land being given back to the Māori community that was confiscated. There's been apologies given for the communities being raped or whatever. And so all those communities coming together has been really a fundamental part of any teaching we've done, is to give examples around, right around the world, of how the interfaith community is really important for building relationships, but also for forgiveness. And I think the most recent dramatic example of that is the response of the New Zealanders to the Muslim massacre here in Christchurch on the 15th of March. Moi, je pense qu'Interfestour m'a permis de faire une énorme distinction entre le pardon et la compréhension. Dire qu'il y a plein de choses dans ma vie que je ne pardonnerai jamais, mais par contre, à titre personnel, j'ai envie de tout mettre en œuvre pour comprendre pourquoi ça s'est passé. Pourquoi un jour, un matin, Abderrahim m'a dit une phrase qui m'a détruite, et pourquoi le lendemain, moi, je lui ai dit un truc qui l'a détruit. Est-ce que un jour je vais pardonner Abderrahim pour les mots qu'il a dit? Je sais pas,
Mais est-ce que ça m'empêche de vivre avec lui? Est-ce que ça m'empêche demain d'avoir envie de l'appeler? Est-ce que ça m'empêche de l'inviter à mon mariage? Est-ce que ça m'empêche de considérer que c'est mon frère jusqu'à la fin des jours et que demain, s'il lui arrive quelque chose, je serai la première à être là pour lui? Non. Parce que j'ai compris pourquoi ça s'est passé. On est peut-être différents, mais on vit des choses qui sont très similaires. Du coup, comment est-ce que je peux faire, moi, en tant que musulman, en tant que juif, en tant que juive ou musulmane, pour aider l'autre? Et quand on se rend compte qu'il y a vraiment des gens qui ont changé de paradigme, qui ont changé de pensée, qui ont arrêté d'avoir des préjugés sur l'autre, c'est mortel. So 10 years ago, Jacques and I had our first Muslim-Jewish Christmas. And for the last 10 years, we've gone back and forth between a setting at a masjid and a setting at a synagogue, bringing our communities together to work on dialogue and building trust with each other. We address issues that range from how do we stand up for each other, what kinds of prejudices have we felt in our communities, to even addressing questions as large as the Palestinian-Israeli conflict. We've really built a wonderful community around this. We had about 160 participants this year, and they were given the task first to get to know each other, and then it was followed by a journey through a variety of rooms. On each wall there was a scenario. The scenario was of something that had happened to the Muslim community or something that had happened to the Jewish community. And in each station they were given 5 minutes to discuss the scenario and talk about ways that they could stand up for each other, what ways we could support each other in such a conflict. Ton identité, tu peux pas la changer et donc tu ressentiras jamais ce qu'a senti un musulman quand il a été victime d'islamophobie ou juif quand il a été victime d'antisémitisme, une femme de sexisme, jamais, et c'est pas ce qu'on cherche à faire. En voyageant en fait avec Adèle et Florène, il y a des situations auxquelles j'ai vraiment été témoin et que j'ai pu vraiment voir en fait ce qu'elle vit en fait quotidiennement. Et au début, j'étais très désarçonné parce que je savais pas quoi faire. Je savais pas comment réagir et je pense que ça nous a fait du bien de pouvoir en parler en fait, de simplement se poser, de la même façon que moi je subis des discriminations du point de vue de ma religion, d'en parler de leur discrimination sur leur identité en tant que femme, de savoir comment être un appui et un soutien pour elles. Il n'y a aucun pays du monde qui est pour l'instant épargné de cette situation d'inégalité entre les hommes et les femmes. Et donc ça, l'idée de tour du monde, c'est quelque chose qui nous a vraiment permis d'en prendre conscience. Sur le plan interreligieux, je dois dire que moi, ça fait partie des gros préjugés que j'avais en tant que non-croyante avant de partir. C'est-à-dire que pour moi, les institutions religieuses étaient de manière évidente responsables en partie du patriarcat de la société. C'est toujours ce que je pense, qu'elles ont une part de responsabilité à jouer là-dedans et qu'elles jouent quotidiennement. Par contre, on a rencontré des responsables religieux qui sont incroyables et qui utilisent leur position et leur influence pour justement faire avancer la cause féministe. Et ça, vraiment... je m'attendais à ce que ça soit une solution à beaucoup de problèmes, mais pas à celui-là. Je dois vraiment le dire, et ça a été une découverte assez énorme. Here in Fiji, for domestic violence, it is like an epidemic. That's how we see it. The numbers continue to increase. By now, the numbers in Fiji, like 64% of women in Fiji go through some sort of violence. So with that, the church understands that for every woman who sits in the pew, majority of them would have been either survivors or are still victims of violence. For last year, 2018 and 2019, we have our faith leaders on TV and also in cinemas, speaking out on the same message that violence is not accepted in our faiths, that gender-based violence is a sin, and that's a message to every faith. My faith says no
My faith says no. 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 My faith says no to rape and violence against women and children. When we talk about violence, we talk about domestic violence, we talk about early marriage, we talk about some children that are not going to the schools, we talk about some children that are emotionally abused. So basically, there are many components, components related to researches, components related to training of trainers and curriculums for trainings, and components related to having a national strategy on how engaging religious leaders in the topics related to ending violence against women or children. And when we promote or mainstream these key messages from religious leaders, they are more accepted from the community because we are a religious community here, mainly in Lebanon, and they have a high impact on communities. Moi, j'ai le sentiment qu'en fait, quand on prend conscience qu'on a une part de responsabilité dans un problème de société, on prend conscience qu'on a aussi un devoir d'agir pour répondre à ce problème-là. Et ma responsabilité, c'est aujourd'hui de dénoncer ce qui se passe, notamment auprès de mes pairs, de celles et ceux qui me ressemblent, de dire qu'en fait, on ne peut pas laisser un système qui laisse perdurer du racisme comme étant une norme. On ne peut pas mettre dans la tête d'un jeune garçon, d'une jeune femme, que peut-être qu'elle n'aura pas de travail, ou peut-être qu'elle se fera refuser un logement, ou peut-être qu'elle ne pourra pas passer le contrôle de l'aéroport parce qu'elle a décidé de porter un foulard. Et c'est ce qu'on a compris aussi avec Interface Tour, c'est qu'on a un devoir d'aller le dénoncer dans la rue, qu'on a un devoir de le dénoncer dans les médias quand on a la possibilité de le faire, et maintenant je n'ai pas le droit de dire que je ne suis pas au courant que ça se passe. The hardest thing is to be the first one to speak up. And if you hear something that seems off, the courage to speak up is something that you really have to build within yourself. So we talked about how important it is to listen to that voice inside of yourself and have the courage to say something. If you hear someone speak up and you're saying to yourself, I agree, that's the second most important thing to do, to give support to what is right. Because after two people have done this, it's much easier for others to follow. Je pense qu'il faut qu'on prenne conscience d'abord de nos faiblesses, de ce qui ne va pas. Et comme on disait, parfois on fait partie du problème, mais on peut aussi faire partie de la solution. Et à partir de là, commencer le chantier, quoi. Je pense qu'on ne peut pas tout faire en même temps. Il y a des questions qui seront peut-être prioritaires. Alors, je pense par exemple à l'enjeu du climat qui est une chose centrale parce que il faut qu'on parle de vivre ensemble, il faut qu'on parle d'inclusion. Mais à quoi ça sert de le faire si dans 20 ans on n'a plus de planète, si dans 20 ans on n'a plus de territoire où vivre? Au Fidji, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a des réfugiés climatiques. Il y a des personnes qui, aujourd'hui, ont perdu leur maison à cause de la montée des océans, la destruction des territoires. Et donc ça, c'est tangible, c'est palpable. Il y a des gens qui ne savent plus où habiter. Et ces gens, ils n'étaient pas implantés là par hasard, ils étaient implantés là parce qu'ils avaient une économie liée à la mer, parce qu'ils exprimaient aussi leurs croyances et leur spiritualité dans cette terre. Ces citoyens, ces citoyennes vivent déjà ce qui va nous arriver dans quelques mois, quelques années. Et donc, c'est hyper important d'écouter ces gens-là. Cette question du climat, je trouve que si elle est essentielle, c'est parce que c'est celle-là, avant toutes les autres, qui rappelle qu'en fait, on va pas justement
construire le monde ensemble demain. En fait, on y est, on est dans le même bateau. Donc à partir de là, on n'a pas le choix que de chercher des solutions ensemble. Et la question de la diversité, en fait, c'est la même chose, c'est-à-dire que nous, on n'est pas là pour se demander si la diversité c'est bien ou c'est mal, est-ce qu'on doit espérer la diversité ou pas, elle est là. Il y a des problèmes qui vont être de plus en plus mondiaux et globalisés, et comment est-ce qu'ensemble on va chercher des solutions, parce que tout seul on va pas y arriver. Il y a des petites choses, il y a des grandes choses, il y a des grands groupes, il y a des personnes qui sont juste individuellement engagées sur un sujet. Ça doit vraiment être universel. Si partout dans le monde il y a des gens qui se battent pour ça et qui utilisent des outils comme l'interreligieux ou l'interconvictionnel pour faire avancer notre monde, alors il faut qu'on réussisse à créer du lien aussi entre ces gens-là. Et je pense que c'est vraiment ça, c'est s'inspirer les uns les autres, essayer de se dire qu'en fait, chacun et chacune a un rôle à jouer dans la construction de ce nouveau système, et on a besoin aussi d'acter que toutes les questions sont transversales. Donc en fait, la question de la diversité, elle impacte de fait l'écologie, elle impacte de fait le féminisme, elle impacte de fait la mémoire, de fait l'éducation. Moi, ça m'a rendu vraiment plus optimiste. Et même mes amis me l'ont dit, j'ai vraiment eu un regain d'optimisme grâce à Interface Tour, et je pense surtout le fait d'avoir vu qu'il y avait beaucoup de jeunes qui portaient des projets, c'est incroyable. Avant de partir, je crois que j'avais un peu honte d'appartenir à cette génération qui allait voir la fin du monde peut-être, tu vois. En fait, je crois que je suis hyper fière d'appartenir à cette génération de badass. Après ça, tu peux pas rentrer et me dire je rentre chez moi, j'ai plus rien à faire. Au contraire, ça me donne encore plus envie de m'engager, de tester de nouvelles choses, d'échouer, c'est pas grave, mais d'essayer et de me dire que moi aussi à mon échelle je veux changer les choses.